Bonjour à tous, ici Kevin pour l'Histoire en bref. Donc, cette semaine, ça va être une discussion spéciale. Je vous parle d'une affaire paranormale, en fait. Et je pense que ça fait partie de l'histoire du Canada. Je pense que ça fait partie de l'histoire, même si vous avez droit d'y croire ou de ne pas y croire. Je pense que c'est assez intéressant ce que je vais vous parler aujourd'hui. En fait, je vous parle de l'affaire Falcon Lake. C'est une affaire qui s'est passée en 1967. En fait, c'est en lien avec un OVNI, donc un objet volant non identifié. Et c'est le cas, en fait, d'observation d'OVNI le plus documenté au Canada. Je pense que ça vaut la peine qu'on s'en parle un petit peu. Donc, il y a plusieurs documents qui sont accessibles sur le site de Bibliothèque et Archives Canada. Je vais vous mettre le site dans la description. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de documentation provenant soit de la GRC ou de l'ARC, donc l'Aviation royale du Canada, des documents, des photos qui sont accessibles au public. Donc cette histoire se passe le 20 mai 1967. C'est un homme du nom de Stefan Michalak ou Michalak. C'est un Polonais arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Avec sa femme, il travaillait pour les États-Unis en Europe et puis il a immigré au Canada aux alentours de 1949. Lui-même se disait un homme ordinaire, c'est un mécanicien avec une passion qui est la géologie. Il se promenait dans les bois très souvent pour aller examiner des roches et des minerais. Donc rien de spécial pour cet homme-là. Le 19 mai, donc c'est la fin de semaine qui commence, le long week-end de la fête de la Reine, et il va partir pour Falcon Lake. Donc, Falcon Lake, c'est une petite communauté environ à 150 km de Winnipeg. Notre homme, Stefan Michalak, vit à Winnipeg avec sa femme et ses deux garçons. Il va partir pour la fin de semaine en bus vers Falcon Lake. Donc, je vous raconte maintenant l'histoire. C'est le vendredi 19 mai 1967. Stéphane Michalak part de Winnipeg vers 19h en autobus et arrive à Falcon Lake aux alentours de 21h30 le vendredi soir. Il va arriver, il va se louer une chambre au Falcon Motel, il ira prendre un café au restaurant vers 23h. Le samedi 20 mai, Stéphane Michalak va se lever très tôt, vers 5h30 qu'il dit, et va partir vers 6 heures pour aller prospecter des roches et du minerai à Falcon Lake. On va voir un petit peu plus loin que la femme de ménage va corroborer ça, va dire qu'elle est entrée dans la chambre aux alentours de 7h30 pour faire le ménage et puis qu'il était déjà parti. Donc, il se rend à Falcon Lake, il va commencer à prospecter des roches. À son arrivée, il va remarquer qu'il y a des oies qui sont là, un groupe, et puis qu'ils ont eu un petit peu peur de lui quand il est arrivé, mais qui se sont habitués. Aux alentours de midi, c'est là qu'il va remarquer vraiment une frayeur chez les oies. Il va remarquer que les oies vont se lever et ils vont commencer à s'envoler. Et puis, lui va regarder les oies qui s'envolent pour savoir pour quelle raison. Est-ce qu'il lui-même il devrait avoir peur? Et c'est à ce moment-là qu'en regardant en haut, il va observer deux objets en forme de cigare. Il y en a une qui va descendre jusqu'au sol et il y en a une qui va tout simplement repartir. Il va remarquer que les deux ovnis, objets volants non identifiés, sont rouges, rougeâtres comme un métal chaud. Et puis quand l'OVNI va se déposer au sol, tranquillement, elle va prendre une couleur beaucoup plus grisâtre, une couleur acier inoxydable, donc stainless steel. Michalak va décrire dans son rapport de police du 23 juin, il va dire que l'OVNI en question va rester au sol pendant environ 45 minutes. Et pendant ce temps-là, Michalak va tout simplement observer cet objet-là sans savoir trop quoi faire avec. Après quelques minutes, il va s'approcher de l'OVNI tranquillement et il y aura une porte qui va s'ouvrir de cet OVNI-là. Il va avoir une lumière très violette, très puissante. Il devra à ce moment-là mettre ses lunettes de prospection avec une protection UV parce que clairement la lumière est trop forte pour lui. Et dans son rapport du 23 juin à la police, c'est à ce moment-là qu'il va entendre une voix, des voix d'hommes de l'intérieur. Il va entendre des voix d'hommes qui parlent ou même qui se disputent. Il n'a pas l'air trop sûr.
mais il ne réussit pas à comprendre vraiment le dialecte que ces voix-là parlent. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que dans la tête de Stéphane Michalak, il a vraiment cette impression que ces objets-là sont des objets provenant de l'armée américaine ou même de la NASA, qui sont des prototypes tout simplement. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il va avoir le réflexe d'essayer de leur parler en anglais en premier. Donc, la première chose, c'est qu'il va essayer de leur parler en anglais, d'entrer en communication avec eux. Et puisqu'il pense que c'est des Américains, il va dire hey, « bonjour les Yankees » en anglais, évidemment. Et donc, il n'y aura pas de réponse. Il va essayer en allemand, en italien, en polonais et en russe, sans succès. Et là, vous vous dites, c'est assez impressionnant qu'ils connaissent autant de langues que ça. J'ai été aussi impressionné que vous. À ce moment-là, quand il n'y a pas eu de réponse, la porte de l'OVNI s'est refermée. Et c'est à ce moment-là qu'il a senti vraiment une genre de pression, une pression d'air directement sur lui. C'est à ce moment-là qu'il va mettre ses gants parce qu'il sent que c'est très, très chaud. Donc, il va mettre ses gants en caoutchouc, comme vous pouvez voir ici. Et puis, il va essayer de toucher, en fait, il va toucher à l'OVNI. Et puis, comme vous pouvez voir, ça va brûler ces gants en caoutchouc puisque le métal est extrêmement chaud. C'est à ce moment-là que l'OVNI va se mettre à tournoyer jusqu'à ce qu'une trappe sous forme de passoire, donc avec des trous à l'intérieur, comme vous pouvez voir, va se placer devant Stéphane Michalak. Et il va sentir une pression extrêmement forte, tant d'air que de chaleur. Et puis, à ce moment-là, sa chemise va partir en feu. Va se mettre à s'enflammer et puis il va devoir enlever sa chemise et ensuite va se rendre compte que sa camisole aussi est en feu, donc va devoir aussi l'enlever. À ce moment-là, bien, son objet volant non identifié va se lever, va se mettre à voler et va disparaître extrêmement rapidement. Donc après que l'OVNI soit parti, il n'a plus de chemise, il n'a plus de camisole, il est complètement déboussolé et va se sentir extrêmement malade. Il va avoir des symptômes extrêmement étranges. Il va se mettre à vomir, il va se sentir désorienté et va essayer tant bien que mal de retrouver son chemin vers l'autoroute. Après une expédition extrêmement laborieuse, il va réussir à retrouver l'autoroute. C'est à ce moment-là qu'il va intercepter une voiture de la GRC, de la Gendarmerie royale du Canada, avec un policier à l'intérieur qui s'appelle G.A. Solotki. Selon le rapport de l'officier de la GRC Solotki, Stéphane Michalak semblait vouloir qu'il arrête. Il agitait ses mains dans les airs. Évidemment, il n'avait pas de chemise, il n'avait pas de camisole. Donc, le policier a tourné de bord et est revenu voir cet individu-là. La première chose qu'on remarque vraiment dans le rapport de Solotki du 20 mai 1967, c'est que Stéphane Michalak semblait vraiment vouloir que le policier ne s'approche pas de lui. Donc, il pensait qu'il pouvait peut-être transmettre de la radiation ou une sorte de maladie de peau parce qu'il disait qu'il était brûlé et tout ça. Donc, après que Solotki lui a demandé de s'identifier, ce que Michalak va faire avec ses papiers de prospection en tant que géologiste amateur, il avait un permis pour aller faire de la prospection et sur ce permis-là, il y avait de l'information comme son adresse de maison, son nom évidemment. C'est à ce moment-là que Michalak va raconter son histoire au policier Solotki. Il va lui montrer sa casquette qui, le derrière, est brûlé. Toujours selon le rapport du 20 mai de 1967 de l'officier Solotki. À chaque fois qu'il essayait de se rapprocher de Michalak, lui, il reculait. Donc, il avait vraiment, vraiment peur du policier. En fait, je ne sais pas s'il avait peur du policier ou s'il avait peur tout simplement de lui transmettre quelque chose. Après lui avoir raconté son histoire, c'est à ce moment-là qu'il va lui montrer ses blessures au policier. Il est sceptique parce que premièrement, il est loin de Michalak, donc il ne peut pas vraiment observer de près. Et il va plutôt remarquer que ses blessures sont noires et ont plutôt l'air d'être de la cendre qui serait lui-même étendue sur le torse. Donc, on voit qu'il y a un scepticisme important qui va s'installer entre le policier et Stéphane Michalak. L'officier Solotki va même avoir un doute sur l'ivresse de l'homme. Il va penser que Michalak est sous l'effet de l'alcool ou bien tout simplement est en lendemain de veille. Donc, qu'il aurait bu la veille puisqu'il avait les yeux rouges. Il semblait désorienté, déshydraté. Donc, il se disait que c'était peut-être tout simplement un lendemain de veille, mais qu'il n'a pas réussi à sentir une odeur d'alcool provenant de Michalak.
donc ne pouvait pas dire qu'il était réellement en état d'ébriété. Solodki va lui offrir de le transporter à l'hôpital, mais Stéphane Michalak va refuser, disant qu'il est correct, qu'il va retourner à sa maison, puis qu'il ne veut pas avoir de publicité. Il ne veut pas que son histoire fasse les journaux. Il veut conserver son anonymat, entre autres parce qu'il veut protéger le territoire où il était pour pas qu'il y ait d'autres prospecteurs qui viennent lui voler son spot. Et Michalak va arriver au bureau de la GRC environ une demi-heure plus tard et va demander à parler à Solodki. Et c'est à ce moment-là qu'il va lui demander où sont les hôpitaux les plus proches, en fin de compte. Et il va spécifier à l'officier qu'il ne voulait pas avoir de publicité et qu'il aimerait que cette histoire-là reste confidentielle. Il avait vraiment peur de perdre son spot de prospection, finalement. Donc, en fin de compte, au lieu d'aller à l'hôpital, puisque les hôpitaux sont très loin, il va choisir tout simplement de prendre le bus à 20h10, le samedi 20 mai 1967, pour retourner à sa maison à Winnipeg. En arrivant à sa maison, son fils va voir qu'il est dans un piètre état, donc va tout simplement le transporter lui-même à l'hôpital de Winnipeg. Donc quand il va arriver à l'hôpital, les médecins vont remarquer qu'il va avoir des brûlures au torse ainsi qu'à l'abdomen. Il va expliquer aux médecins que ces brûlures-là proviennent d'un réacteur d'avion et non pas d'un vaisseau spatial ou d'un ovni. Parce qu'encore une fois, il veut conserver son anonymat et il veut conserver cette histoire-là confidentielle. Donc, après avoir reçu son congé de l'hôpital, ses symptômes vont vraiment empirer. Les nausées vont être plus fréquentes, il va perdre énormément de poids. En fait, il va même dire qu'en 3 jours, il va perdre environ 13 livres. Le 23 mai 1967, les officiers Davis et Zacharias de la GRC vont visiter Stéphane Michalak à sa résidence au 314 Lindsay Street à Winnipeg. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont remarqué que J.B. Thompson de la Aerial Phenomena Research Organization, APRO, qui est une organisation basée au Wisconsin, aux États-Unis, qui a été active jusqu'en 1988, qui s'intéresse en fait au phénomène des ovnis. Selon le rapport de l'officier Davis du 26 mai, dans leur recherche, Michalak avait l'air d'être un homme avec un bon emploi, stable. Il était un bon employé, il n'avait pas de dossier criminel et il n'avait aucun historique de maladie mentale. L'officier Davis, qui sera vraiment en charge du dossier de la GRC sur l'affaire Falcon Lake, va mentionner que lors de l'entrevue du 23 mai avec Michalak, il semblait vraiment complètement inconfortable, qu'il avait perdu énormément de poids et qu'il n'avait toujours rien mangé depuis le 20 mai. À ce moment-là, Michalak va montrer ses brûlures. Contrairement au rapport du premier policier Solodki, l'officier Davis va mentionner que les brûlures sont réelles et semblaient extrêmement douloureuses. Quand que Davis va lui demander pourquoi est-ce qu'il semblait ne pas vouloir coopérer, il va lui donner la raison tout simplement qu'il ne voulait pas perdre son spot de perspection et qu'il avait trouvé une veine de minerai extrêmement importante et qu'il se disait que si cette histoire-là devenait publique, qu'il allait avoir plein de géologistes amateurs qui allaient se présenter là et lui voler cet endroit-là. Il a aussi spécifié qu'il ne croyait pas aux ovnis, qu'il disait que les gens qui reportaient des ovnis étaient tout simplement des crackpots. C'est le mot qu'il a utilisé. Le 23 mai, Michalak va se rendre au bureau de la GRC pour son entrevue formelle avec l'officier Davis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à toute cette entrevue-là sur le site de Bibliothèque et Archives Canada. Je vous mets le lien dans la description. Moi, ça m'a vraiment impressionné qu'il y ait tous ces archives-là encore. Ce qui ressort de cette entrevue-là, c'est que contrairement à ce que l'officier Solodki avait dit, Stéphane Michalak a bien spécifié à l'officier Davis qu'il n'avait pas pris d'alcool le vendredi et qu'il n'en avait pas pris le samedi non plus. Le 25 mai 1967, l'officier Schmaltz a eu la responsabilité d'aller interroger le gérant du Falcon Hotel. Ce que le gérant va dire, ça va aller un peu à l'encontre de ce que Michalak avait dit dans son entrevue du 23 mai. Premièrement, il avait dit que Michalak était arrivé au bar, donc il dit la salle des breuvages, mais disons que ça doit être un bar, entre 20h et 21h30. Bref, si on se fie à ce que Michalak a dit, il n'aurait pas pu être à Winnipeg avant 21h15 ou 21h30.
Ce que le gérant a dit, c'est qu'il aurait été au bar, qu'il leur aurait servi 3 bières et qu'ensuite il serait revenu au bar vers 23 h pour prendre 2 autres bières. Le 25 mai, il y a 7 membres de l'ARC, donc l'Aviation royale du Canada, et les officiers Davis et Zacharias de la GRC qui ont essayé de trouver l'emplacement de l'affaire de Falcon Lake à l'aide de maps tracées par Michalak, mais n'ont pas réussi à trouver l'endroit respectif. Dans le rapport du 26 juin 1967 de Davis, il y aurait eu une discussion avec le chef d'escadron Bisky de la GRC. Selon Bisky, Michalak aurait plutôt escaladé une tour à micro-ondes pour voir le terrain, les environs, et puis ça serait tout simplement brûlé sur des fils électriques. Davis a mentionné aussi dans ce rapport que l'APRO, l'Aerial Phenomena Research Organization, semble vouloir faire des gains monétaires avec cette histoire-là. Il y avait donc une peur que Michalak choisisse de travailler avec l'APRO plutôt qu'avec la GRC. Puisque la GRC ne réussit pas à trouver l'endroit, ils vont choisir de mettre cette enquête-là sur pause. Le 26 mai 1967, Bisky de l'ARC a contacté l'officier Davis de la GRC pour lui dire que Stéphane Michalak était retourné à l'endroit de l'incident le 24 et le 25 juin 1967 et avait réussi à retrouver l'endroit. Il était accompagné de Gerald Hart, un parfait inconnu qui aurait appelé tout simplement Stéphane Michalak pour lui demander d'aller lui montrer cet endroit-là. Et puis, il aurait accepté. C'est à ce moment-là que dans les prochains rapports de police, on va voir un scepticisme ou un manque de crédibilité chez Michalak à cause qu'il avait bien dit qu'il voulait que ça reste anonyme. Puis là, à ce moment-là, il se rend compte qu'il a amené un parfait inconnu directement sur le site de prospection qu'il aimait. Une des raisons pourquoi il va y avoir un manque de confiance, c'est que en plus d'être retourné sur l'endroit sans le mentionner à la GRC, il a compromis tout simplement le site de l'enquête parce qu'il a repris son chandail brûlé, il a repris son galon à mesurer et les policiers avaient bien expliqué à Michalak au tout début que s'il devait se rendre ou s'il voulait se rendre, il fallait qu'il en avertisse la GRC, ce qu'il n'a pas fait. Et en plus, ils lui ont dit, si tu as à te rendre ou si tu retrouves cet endroit-là, ne touche à rien. Et puis, il a fait complètement le contraire finalement. Le 17 juillet, même si Michalak avait dit aux policiers qu'il ne voulait pas personne sur le site, il y est retourné avec Barry Thompson de l'APRO. Et pourtant, Michalak avait bien dit plusieurs fois que c'était la raison qu'il ne voulait pas coopérer avec les policiers, qu'il ne voulait que personne soit mis au courant. À ce moment-là, je comprends entièrement le doute chez les policiers. Dans le rapport du 26 juin, il mentionnait déjà que la police soupçonnait que Michalak a été approché par quelqu'un d'autre ou par d'autres organisations et que c'est pour ça qu'il essayait d'éviter l'enquête ou la participation avec la GRC. Le 24 juillet, après avoir envoyé des échantillons de terre au laboratoire de la GRC, les tests sont revenus positif pour un haut degré de radioactivité. Évidemment, après la réception de ces résultats-là, le ministère de la Santé du Canada va envoyer un individu du nom de M. Hunt pour continuer l'enquête avec la GRC. À partir du 27 juillet, selon le rapport du 10 août de Davis, Michalak était très amical et semblait vouloir coopérer de nouveau. Une autre différence entre la déclaration de Michalak et les faits est la direction de la provenance et du départ des ovnis. Il disait que les ovnis sont arrivés et repartis vers le sud, et puis quand il est arrivé sur le site avec la GRC, il va pointer vers le nord. Et donc, ce qu'il a dit ensuite, c'est qu'il s'agit d'une simple erreur dans sa déclaration du 23 mai 1967. Donc, ils sont bel et bien arrivés et partis par le nord. Arrivé sur le site, la GRC a pris plusieurs photos. Je vous en montre quelques-unes. Mais ce que vous pouvez voir, ce qui est le plus important, c'est le grand cercle qui est laissé par cet objet-là, cet ovni-là, sur le sol. C'est autour de 1967 que le ministère de la Défense va mettre fin à l'enquête en donnant la conclusion suivante. La GRC ou la Défense nationale n'ont pas réussi à expliquer ou à réfuter la déclaration de Michalak. Cependant, l'affaire de Falcon Lake ne se terminera pas là. Selon Michalak, durant 1 an et demi environ, à tous les 3 mois, les symptômes vont revenir, les brûlures aussi vont revenir et vont être extrêmement douloureuses.
Après plusieurs tests, ils ont conclu que plusieurs objets avaient de la radioactivité aussi. Ils n'ont jamais réussi à expliquer de où provenait cette radioactivité-là. Il y en a plusieurs qui ont dit que ça pouvait provenir d'une veine de radium en dessous du sol. Cependant, il n'y a jamais eu réellement de confirmation scientifique sur la provenance de la radioactivité. Une autre chose qui est importante, c'est qu'il a entendu des voix d'hommes à l'intérieur et vraiment, en aucun cas, il a mentionné avoir vu des extraterrestres. C'est ce qui donne beaucoup de crédibilité à Stéphane Michalak. Son fils Stan avait dit dans une entrevue à CBC « Si mon père a inventé ça, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un homme ordinaire. Il est clairement un génie. » Je pense que je suis en accord avec Stan du fait que cette histoire-là est vraiment, mis à part quelques erreurs qu'il a fait, il n'y a pas eu de grandes contradictions de sa part. Et puis, donc, ce qui rend son histoire relativement crédible. Stan Michalak et Chris Rutkowski, un ufologiste canadien, ont écrit un livre en 2017, coïncident avec le 50e anniversaire de l'affaire de Falcon Lake. En fait, ce qu'ils voulaient faire tout simplement, c'est amener toutes les informations de l'enquête de Falcon Lake et de les mettre à un seul endroit dans ce livre-là. Même si les policiers avaient arrêté l'enquête, l'ufologiste Chris Rutkowski a continué cette enquête-là. C'est lui qui avait la plupart des pièces à conviction. Et en 2019, a décidé de faire le don de ces objets-là et de ces photos-là à l'Université du Manitoba. Hi there, my name is Chris Rutkowski. I'm a science writer specializing in weird stuff like UFOs and ghosts and paranormal stuff. I'm donating my entire collection of UFO files from across Canada, specializing in Manitoba, to the University of Manitoba Archives and Special Collection. Maintenant, c'est mon endroit préféré dans la vidéo. Je vous donne mon opinion sur l'affaire. Vous allez voir que mon opinion est assez partagée. Je suis une personne extrêmement pragmatique, donc j'ai besoin de voir les choses pour les croire. Mais je pense que cette histoire-là, c'est l'observation de choses paranormales qui m'aura convaincu de plus jusqu'à maintenant. C'est sans y croire à 100%, je pense que c'est certainement la plus crédible que j'ai entendue. Puis en plus, le fait que Michalak ne semble pas exagérer son histoire, ça lui donne beaucoup de crédibilité encore une fois. Bref, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'affaire Falcon Lake, premièrement, je vous ai parlé d'un livre, vous irez voir ça, mais il y a beaucoup d'informations sur le site de Bibliothèque et Archives Canada, ou encore vous pouvez aller écouter la balado-diffusion de Bibliothèque et Archives Canada. C'est en 2 parties, c'est extrêmement intéressant. Donc si vous avez aimé cette vidéo-là, attendez-vous pas à ce que j'en fasse des tonnes des vidéos dans ce genre-là, parce que premièrement, elle est clairement plus longue que les autres. Hein? Je voudrais m'en tenir à moins de 15 minutes et puis là, j'en suis à je sais pas combien de minutes parce que, évidemment, il va y avoir du montage de fait, mais je le sens qu'elle va être plus longue que les autres. Une fois de temps en temps, j'imagine que ça pourrait arriver. Et deuxièmement, c'est pas du tout le but de ma chaîne. Ce n'est pas une chaîne de paranormal. Je sais que c'est bien à la mode, les true crime, les paranormales, mais c'est vraiment pas ça que je veux faire. Je suis vraiment pas crédible pour faire ça. Je pense que pour décrire du paranormal, il faut y croire un peu. Et donc, à ce moment-là, je suis vraiment trop pragmatique pour m'embarquer dans ces histoires-là. Mais si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de mettre un pouce en l'air. Si vous avez vraiment apprécié, ajoutez un commentaire en dessous, expliquez-moi qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo. Et n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. C'était Kevin pour l'Histoire en bref.